Alors tout d'abord, bonjour à tous. Je vais rebondir sur la très médiatique tentative de record du monde de Kilian Jornet sur les 24 heures sur piste. Tentative qui a été conclue par un abandon malheureusement, dont les raisons sont sans doute multifactorielles, pour aborder avec vous la problématique des effets du froid sur l'organisme. Alors, en effet, cette tentative a été faite en Norvège dans des conditions quasi polaires. Alors tout d'abord, il est important de rappeler que face à des températures extrêmes, que ce soit du très chaud ou du très froid, l'organisme va réagir pour essayer de maintenir sa température interne, qui est donc de 37 degrés, par un processus qu'on appelle la thermorégulation. Et cette thermorégulation, qui passe essentiellement par la peau, eh bien, va avoir pour effet une très forte production hormonale, notamment d'adrénaline et de noradrénaline. Alors, cette production hormonale a pour effet d'exploiter énormément le glycogène, c'est-à-dire la forme de sucre stocké dans notre organisme, pour mettre en place cette thermorégulation. Ce glycogène est en quelque sorte un carburant qui va être utilisé pour ce processus de thermorégulation. Et le glycogène, il est stocké dans deux endroits dans notre organisme, à la fois dans les muscles, ce qu'on appelle le glycogène musculaire, et aussi dans le foie, qu'on appelle le glycogène hépatique. Et ce qui est important à retenir, c'est que notre cerveau, lui, va utiliser exclusivement le glycogène venant du foie, le glycogène hépatique. Par conséquent, lorsque l'on est en manque d'arrivée de sucre pour notre cerveau, eh bien, que se passe-t-il? Il y a un manque et le cerveau est en perdition en quelque sorte. Et là, que va-t-il se passer? Eh bien, il y aura par exemple des étourdissements, des vertiges et si on continue, des malaises. Et il est quand même assez marquant de constater que lorsque Kilian a abandonné, il l'a fait parce qu'il était pris de vertige. Alors je ne dis pas que le froid est la cause à la fois de l'abandon de Kilian et à la fois de ses vertiges. Néanmoins, ceci peut expliquer cela. En tous les cas, cela mérite au moins réflexion. Le deuxième impact du froid sur l'organisme, eh bien, ça va être une baisse des performances liée à une surproduction de déchets. En effet, cette thermorégulation, qui utilise donc du glycogène, va, comme toute production d'énergie, eh bien, provoquer des déchets. Et ces déchets, notamment ce qu'on appelle les ions H+, ces déchets vont considérablement détériorer le mécanisme musculaire et donc baisser les performances. Et là encore, si l'on observe les athlètes dans les situations de grand froid, c'est là où ils font les moins bonnes performances, ce qui n'est pas tout à fait du hasard. Et si on reprend notre Kilian, eh bien lorsque on observe sa variation dans les allures, on constate qu'il y a une baisse assez sensible de l'allure sur son record en fin de journée. Alors, évidemment, on pourrait penser que c'est lié à la fatigue. Néanmoins, je ne crois pas trop parce que Kilian est quand même quelqu'un d'ultra endurant. Alors, je pense que peut-être c'est 1 ou 2 degrés de moins qu'il y avait en fin de journée. Eh bien, on suffit à augmenter ce processus de thermorégulation et d'augmentation des déchets lactiques. Donc, alors je rappelle quand même, c'est important de faire une parenthèse, l'acide lactique en tant que tel n'est pas un déchet. En effet, l'organisme va très rapidement, quasiment instantanément, récupérer l'acide lactique provoqué par l'effort et le synthétiser avec l'oxygène pour en faire précisément du glycogène. En revanche, en même temps que la montée de l'acide lactique dans les muscles par la fabrication liée à l'effort, il y a des déchets et ces déchets notamment sont les ions H+. Et c'est ceux-là qui peuvent poser problème au niveau de la contracture musculaire. Voilà, passons maintenant au troisième point qui est lié à ce point que je viens de donner, qui est celui de la thermorégulation en lien à la dépense énergétique, aux calories dépensées. En effet, très souvent, là encore une fois, il y a des idées reçues. On croit que, eh bien, quand il fait froid, il faut consommer beaucoup de sucre. Ben, ce n'est pas tout à fait vrai. Pourquoi? Parce que la thermorégulation ne fonctionne pas essentiellement avec les apports en sucre que l'on va fournir à l'organisme. En effet, 50%, ce qui est quand même énorme, 50%, la plus grande part des calories
fournis pour faire fonctionner la thermorégulation viennent bien, de votre masse graisseuse. Ce sont donc les graisses qui sont le premier élément pour intervenir et pour fournir de l'énergie pour cette thermorégulation. Le deuxième axe, ce sont les glycogènes pour 30%, donc c'est non négligeable, mais quand même nettement inférieur à la masse graisseuse. Et enfin, seulement pour 20% intervient ce qu'on appelle le glucose sanguin, c'est-à-dire le sucre circulant dans le sang, qui lui va venir notamment de votre nutrition pendant l'effort. Vous voyez donc que c'est absolument inutile de croire qu'en se gavant de sucre, on va se réchauffer. Et d'ailleurs, nos anciens qui prenaient de l'alcool pour se réchauffer se rendaient évidemment très vite compte qu'au bout de très peu de temps, ils avaient autant froid qu'avant la prise de l'alcool. Voilà, alors, ce qui est un élément très important aussi à retenir, c'est que il est important d'entraîner l'organisme à être efficace dans l'utilisation de ces graisses. Et c'est pour cela que je vous recommande des entraînements avec une situation à jeun. Alors, quand je dis à jeun, ça veut dire qu'on a dîné le soir relativement tôt et le lendemain matin, évidemment, on n'a rien pris en dehors d'une boisson chaude non sucrée. Et on va s'entraîner ainsi 1 heure, 2 heures, voire plus, lorsque l'on est expérimenté. Parce que l'organisme, il faut l'entraîner aussi à utiliser au mieux et au plus vite ces graisses. Les graisses ne sont pas un carburant très rapide que l'organisme utilise très très vite. Et donc, il faut entraîner, habituer l'organisme à utiliser au mieux ces graisses, d'où l'intérêt des entraînements à jeun. Je rappelle également que les efforts d'endurance et a fortiori d'ultra longue endurance utilisent majoritairement comme carburant les graisses, les lipides, bien avant les sucres. Les sucres ne sont là qu'en soutien. Deuxième intérêt de travailler et de s'entraîner à jeun. Voilà, alors un autre élément important, c'est que lorsque le stock de glycogène va être quasiment réduit à rien, eh bien ces 30% de glycogène qu'utilise l'organisme, ils n'y sont plus. Alors qu'est-ce qu'il va faire l'organisme? Eh bien, il va aller au plus près et il va aller chercher où l'énergie? Dans les muscles. En cherchant quoi? Les protéines. Les protéines des muscles vont être donc prises, récupérées, transformées en l'énergie. Et là, malheureusement, ça veut dire fonte musculaire et c'est pas très bon pour l'organisme. Par conséquent, il faut, par période de temps froid, eh bien, surtout lorsque l'on est très affûté, très mince, eh bien, il faut recharger en protéines par la nutrition. Alors, la nutrition est très bien faite, on peut tout à fait naturellement, sans passer par des gélules, avoir un bon stock de protéines, notamment de BCAA, les acides aminés essentiels. Alors, je pense notamment aux amandes. Je pense également, évidemment, aux poissons et aux viandes, qui sont très riches en protéines, mais aussi pour les végétariens, c'est l'occasion de renforcer par notamment la spiruline, qui est très riche en protéines. Alors évidemment, il faut des quantités importantes parce qu'on ne consomme pas beaucoup de spiruline. Donc il faut au minimum une bonne cuillère à soupe de paillettes de spiruline. Je vous la recommande en paillettes parce que en poudre, la spiruline a perdu une grosse partie de ses qualités, notamment en antioxydants, avec le bêta-carotène qui est très fragile à la granulométrie. Voilà pourquoi je vous recommande de la spiruline en paillettes. Alors, cette parenthèse faite à propos des protéines, passons maintenant au 4e point, qui est celui de l'hydratation, très souvent négligé. On pense très souvent que l'hydratation, c'est uniquement quand il fait chaud qu'on doit s'en soucier tout particulièrement. Eh bien non, parce que l'organisme va aussi se réchauffer avec un besoin en eau. Il faut de l'eau pour exploiter au mieux le glycogène et notamment pour donc activer la thermorégulation. Voilà pourquoi il est important de parfaitement s'hydrater quand il fait très froid et très souvent c'est négligé. Alors je rappelle aussi, je vous une autre parenthèse, qu'il faut savoir que pour stocker 1 g de glycogène, il faut l'associer avec 2,7 g d'eau. Donc plus on veut stocker du glycogène, plus il faudra consommer de l'eau. Alors, concernant cette déshydratation qui est très fréquente, plus on va se déshydrater, plus il y aura un processus de refroidissement parce que la thermorégulation pour réchauffer ne va pas être efficace. Et très souvent, quand les gens ont très froid dans une situation d'effort intense,
avec le froid, c'est parce qu'ils sont déshydratés. Et je vais vous donner un simple exemple. J'habite Chamonix, je suis au pied du Mont Blanc, c'est un peu mon terrain de jeu, j'y vais donc très très souvent. Et je constate très très souvent là-haut vers le sommet, des gens totalement frigorifiés, alors que parfois il n'y a pas des raisons objectives d'avoir froid, surtout que ce sont souvent des gens qui ont le matériel au dernier cri avec des moufles en doudoune, une doudoune dernier cri. Tout est bon pour ne pas avoir froid. Moi-même qui suis pourtant très frileux, très souvent j'ai mes petits gants ski de fond et l'été, quand il n'y a pas du vent et qu'il y a entre 0 et moins 5 degrés, ça suffit. Et pourtant, les gens sont absolument frigorifiés, ont froid aux mains. Eh bien, tout simplement, quand je les interroge, je constate qu'ils sont totalement déshydratés. Je leur demande, mais depuis quand vous n'avez pas bu? Et très souvent, la réponse est la suivante. Ben, on n'a pas bu depuis le café au refuge. Et donc, ça fait parfois 3, 4, 5 heures où ils n'ont pas pris une goutte d'eau. Ils sont donc en totale déshydratation et complètement frigorifiés. Voilà pourquoi je recommande aux guides qui m'écoutent de vraiment être très vigilants avec leurs clients pour les forcer, les contraindre à boire dès la sortie des refuges lorsque l'on va vers un sommet. On n'attend pas 2-3 heures pour sortir sa gourde. Alors évidemment, je sais que c'est contraignant, il fait froid, il faut trouver une solution pour mettre la gourde dans la doudoune, mais il faut faire boire les clients évidemment très très souvent. Et le minimum, c'est 700 ml d'eau par heure. Je rappelle que l'altitude va en plus aggraver le phénomène de déshydratation. Non seulement il y a le froid, mais en plus il y a l'altitude avec ce phénomène de raréfaction de l'oxygène, ce qu'on appelle l'hypoxie. Et l'hypoxie est elle aussi un élément qui va aggraver la déshydratation. Voilà concernant donc l'importance fondamentale de l'hydratation par temps froid. Et enfin, je vais maintenant aborder un petit peu quelle température. Alors, il faut savoir que la température idéale est autour de 35, 40 degrés, voilà. Il ne faut pas boire de manière des liquides brûlants parce qu'il y aura un stress et une agression lorsque le liquide va arriver dans l'organisme. En revanche, il ne faut pas que le liquide soit non plus trop froid. Pourquoi? Parce que n'oubliez pas qu'un des organes essentiels à la digestion, c'est la rate. On oublie trop souvent la rate. Et la rate est fondamentale. Et la rate fonctionne très bien quand elle reçoit du chaud. Et donc, il est important de donner une boisson chaude par temps froid et ne jamais de boisson glacée. Cette notion de boisson glacée est valable aussi en plein été. Parce que la rate, même en plein été, n'aime pas recevoir de l'eau glacée. Voilà, donc par conséquent, c'est important de retenir cette notion de température. Alors, autre élément important, c'est concernant le côté vestimentaire, le dernier point du froid. Alors, quand il y a des froids à peu près modérés, c'est pas la peine de se surhabiller, tout va très bien, la transpiration va se faire correctement. En revanche, quand il fait très très froid, il faut quand même avoir une bonne couche sur soi. Pourquoi? Parce qu'il ne faut absolument pas que vous ayez une transpiration qui arrive sur une atmosphère très froide. Pourquoi? Parce que l'eau de la transpiration va être tout de suite immédiatement réfrigérée pour faire court et vous allez avoir en permanence comme un glaçon sur la peau. Et là, c'est très très mauvais pour le fonctionnement musculaire. Par conséquent, quand il fait très froid, eh bien, on essaye toujours d'avoir en permanence une transpiration sur la peau qui va être relativement chaude et on considère que l'idéal d'une sueur, la température de la sueur, idéalement, c'est entre 25 et 30 degrés. Des travaux scientifiques ont été faits là-dessus. Je les cite sur mon article écrit qui est donc qui sera sur mon site internet et qui est aussi présent sur ma page Facebook. Voilà. J'espère avoir fait le tour maintenant, j'en ai fini. J'espère avoir fait le tour des éléments essentiels concernant cette problématique des effets du froid sur l'organisme. Je rappelle que toutes mes vidéos sont à la fois sur Instagram TV pour ceux qui ont Instagram et aussi sur donc cette chaîne YouTube sur laquelle est postée cette vidéo. J'ai classé en playlist pour que vous puissiez facilement retrouver une playlist donc qui est liée à la nutrition, une à l'entraînement et à la physiologie sportive, là où vous trouvez donc cette vidéo, et une autre sur mes recettes de produits énergétiques. Je vous remercie à tous. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous remercie de la partager. C'est un des seuls moyens que j'ai pour faire connaître mon travail de partage. Et donc, à très bientôt. Merci.